Purge finale pour Bitcoin, bientôt la mort du CRV. On va parler aussi de l'arrivée d'NVIDIA parmi les plus grands aujourd'hui. Point de marché en midweek, matinal trading ce matin très importante avec beaucoup de choses à voir. On a aussi beaucoup de catalyseurs et beaucoup de hard data à surveiller aujourd'hui. Donc pas mal de choses très importantes à voir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans l'espace commentaire. On va donc comme d'habitude faire un premier point d'abord sur le marché crypto, puisqu'on a eu une première partie de semaine qui a été quand même assez mouvementée, et notamment hier soir avec une jolie prise de liquidité sur Bitcoin, c'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, faisons un petit point global sur le marché. Comme vous le voyez, un marché assez hétérogène. Aujourd'hui, avec un Bitcoin qui se maintient aux alentours des 26 000 $. À noter la sous-performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin qui perd plus d'1%. D'accord? Donc on a un Ether qui est plus faible que BTC. Et du côté des alts, c'est très hétérogène. Ceux qui étaient plutôt en bonne forme et qui résistaient bien ces derniers jours sont aujourd'hui davantage en difficulté. HBAR, MKR, Rune. D'accord? Et à l'inverse, ceux qui avaient été un petit peu plus en difficulté ces derniers jours retrouvent quelques couleurs. Je pense notamment au BNB ou encore à Matic, OP, etc. Du côté de l'indice Fear and Greed, pas de changement de ce côté-là. Indice à 37, on maintient un niveau de peur assez important sur le marché, du doute qui s'installe de plus en plus. Rajoutez à ça l'incertitude et l'indécision globale du marché. Du côté des ratios long-short, pas de changement de ce point de vue-là non plus. On reste sur un équilibre à environ 70-30. Ok. Du côté de l'open interest et des funding rates, pas de changement non plus de ce côté-là. L'open interest a violemment chuté hier lorsque Bitcoin est venu chercher justement de la liquidité, comme je vous le disais tout à l'heure. Les funding rates sont repassés légèrement en positif. La chose importante à noter, et surtout très intéressante, c'est le comportement des spots. Hier soir, lorsqu'on est venu chercher cette liquidité aux alentours des 25 300 $, on a eu une réaction à l'achat en spot, réaction qui se maintient pour le moment. D'accord? Ça ne s'est pas estompé aussi vite que les fois précédentes, et ça, c'est important de le noter. On surveillera donc tout au long de la journée. Si on a un regain d'intensité dans le marché avec l'open interest, et pourquoi pas accompagné de volume suffisamment important, ça pourra entraîner potentiellement une réaction haussière sur le marché. Et c'est exactement ce à quoi je vais venir désormais. À court terme, mon scénario, en tout cas les scénarios qui sont potentiellement identifiables. Donc on a eu, comme je vous le disais cette nuit, une belle prise de liquidité vers le bas, donc ce qui nous a permis de nettoyer toute cette zone. On va désormais plutôt porter notre regard sur ce qu'il y a au-dessus, en direction des 26 300 $, et cette grosse buy-side liquidity qui va être pour moi très importante à revenir chercher. Alors, à ce moment-là, on aura donc deux options qui vont s'offrir à nous. Soit on va être rejeté par ce niveau de liquidité, par cette résistance, et dans ce cas-là, on va tout simplement entamer une nouvelle jambe baissière, ou bien, cette liquidité va nous permettre d'aller chercher un mouvement un petit peu plus haut, si on a de l'intensité, encore une fois, des volumes, ce qui pourrait nous ramener potentiellement vers les 27 et vers les 28 000 $. Ça, ce sont les scénarios à court terme. En tout cas, à court terme, c'est ce qu'on peut identifier, et d'ailleurs, je vous recommande d'être plutôt prudent sur du court terme, étant donné la situation actuelle sur le marché. Il y a encore une fois beaucoup d'indécision. La question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que on a terminé le mouvement baissier ou pas? En réalité, probablement non. Alors attention, quand je vous dis ça, ce n'est pas un conseil en investissement et ça ne veut pas dire que le prix va continuer de baisser dans l'immédiat. On peut très bien envisager dans les prochains jours une réaction haussière qui nous ramènerait dans cette FVG en direction des 28 000 $ avant d'aller chercher une prolongation baissière. Mais il faut bien comprendre que, dans le contexte déjà macroéconomique défavorable que vous connaissez tous, se rajoute aujourd'hui la situation sur Curve, dont on va parler un petit peu plus tard dans le live, dans la vidéo. La situation autour du BNB et de la liquidation autour de Binance. Donc potentiellement beaucoup de FUD qui va apparaître autour de ça. Les décisions sur les ETF Bitcoin qui vont arriver courant du mois de septembre. Le prochain FOMC, la situation inflationniste aux États-Unis. La situation en Chine et en Europe qui se dégrade aussi. Tout le contexte est défavorable pour BTC selon moi. Et j'ai pas forcément de raisons évidentes pour lesquelles on s'arrêterait maintenant. Personnellement, je pense qu'il serait même judicieux, de toute façon, comme je vous le disais,
un certain nombre de fois, de revenir chercher ces zones de liquidité de FVG et surtout le gap sur les contrats futurs CME qui n'a toujours pas été comblé, qui date du mois de mars dernier lorsque la crise systémique bancaire s'était affirmée et qu'on avait eu du coup un Bitcoin qui avait réagi à la hausse à tout ça. Donc personnellement, la purge n'est pas terminée selon moi et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, on a besoin encore de revenir chercher plus bas. Par contre, effectivement, je pense qu'on pourra très sérieusement considérer, si on y vient, que ces 20 000, 21 000 dollars construiront en fait le bottom final de cette année 2023 pour entamer derrière une réelle jambe haussière. Après, évidemment, c'est un scénario, c'est une hypothèse, c'est celle qui a pour le moment le plus de probabilité de se réaliser selon moi. Bien évidemment que beaucoup d'autres facteurs vont pouvoir intervenir et influer sur ces mouvements de prix. On l'a vu par exemple la semaine dernière, avec l'annonce, enfin la rumeur comme quoi Tesla et SpaceX se seraient séparés d'environ 75% de leur Bitcoin, ça a entraîné une réaction directement baissière. On peut avoir d'autres news de ce type qui vont influer et créer de la volatilité. Sans oublier le sommet des BRICS cette semaine, la réunion de Jackson Hole de la fin de semaine. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire actuellement sur BTC. Sur du moyen terme, pour moi la purge, donc pour répondre à la question, n'est pas terminée. Et à court terme, vous avez ici mes différents scénarios. Pour continuer un petit peu sur le marché crypto, du côté d'Ether, personnellement, je le surveille relativement peu. La charte me paraît relativement peu intéressante, d'accord, pas vraiment d'opportunité. On a un Ether qui sous-performe en plus BTC. Donc personnellement, pour le moment, je n'y touche pas. Par contre, du côté des alts, on a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos et surtout je vous ai détaillé tout ça de manière approfondie dans le serveur Discord, donc je vous invite à aller voir. On a pris de très belles positions, je pense au CRV sur lequel on a pris un TP partiel et donc on a été clôturé ABE hier dans la nuit. Je pense au Rune qui a totalement cassé sa structure 4 heures, donc on avait identifié hier comme vous le voyez juste ici. Je pense au Solana sur lequel on a pris une très belle position lundi soir pour ceux qui étaient présents dans le live sur Discord. D'accord, très belle position sur Solana. On aurait pu laisser tourner nos TP un petit peu plus bas encore. INJ qui repart bien ce matin à la hausse. Le seul petit couac, ça a été sur OP, où du coup, avec cette manipulation, cette prise de liquidité, ce piège, on s'est fait sortir malheureusement. Donc, petite perte ici sur OP, petit LSL, ça fait partie du jeu. Et là, je vais vous faire un petit point psychologique concernant les pertes. Il faut les accepter. Ne vous prenez pas la tête à décortiquer vos trades perdants pendant des heures en essayant de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Dites-vous que de toute façon, une perte, c'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre trading. Donc n'essayez pas de les rejeter, de les bloquer. Vous n'y arriverez pas. Acceptez-les, accueillez-les, anticipez-les, calculez-les, de manière à les intégrer de manière la plus pertinente dans votre stratégie globale, pour éviter que ça entache justement vos performances globales. Mais voilà, vous ne pouvez pas éviter l'inévitable, d'accord? Donc acceptez-les, accueillez-les comme je viens de vous dire, et vous verrez que ça changera un petit peu votre manière de voir les choses, ça changera vos performances, ça changera aussi votre psychologie. Parce que beaucoup d'entre vous se prennent trop la tête avec les pertes, voient ça comme un événement négatif, comme un échec, absolument pas. Une perte n'est pas un échec, c'est normal. Tout le monde a des pertes. Vous n'arriverez jamais à un win rate de 100%, ou en tout cas jamais dans la durée. C'est quelque chose d'impossible. Ça peut arriver pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'avoir un win rate de 100%. Mais sur des années, c'est impossible. C'est impossible. Personne n'y arrive. Donc comprenez bien ça. Bref, au-delà donc de ces différents tokens, on a toujours à l'œil, je vous rappelle, AVAX et BNB, qui sont selon nous dans des configurations baissières et qui pourraient voir des baisses plus importantes arriver dans les jours à venir en raison de la tokenomics et du fondamental. Je vous en ai déjà parlé, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez voir les précédentes vidéos et dans le serveur Discord. La seule chose qu'on attend, c'est des points d'entrée un petit peu plus hauts sur BNB et AVAX qui correspondraient aussi à notre scénario BTC qu'on a identifié tout à l'heure. Donc par exemple, cette belle zone de FVG en 4 heures sur le BNB ou encore ces 3 belles zones qu'on a, ces 4 mêmes belles zones qu'on a sur AVAX, donc entre les 12 $ et les 14 $, comme vous le voyez ici avec FVG, buy side, résistance. Donc potentiellement là un DCA short qui pourra être mis en place. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Sur le BLZ, malheureusement, le prix d'entrée n'a toujours pas été touché, donc il continue de s'envoler sans nous.
d'accord? Donc un petit peu de frustration sur ce setup qui était très intéressant, sur lequel on a essayé de se positionner un certain nombre de fois, mais petit manque de précision de ce côté-là. Et enfin, on va terminer avec le XRP qui est selon nous dans une belle configuration baissière. On avait identifié hier matin une divergence bearish avec le RSI. Donc sur le XRP, je vous la remontre rapidement. Voilà, vous pouvez très facilement l'identifier. Une cassure qui a été validée. Je suis un petit peu réticent et incertain ce matin au vu de mon scénario du coup sur BTC. C'est pour ça que je vais attendre davantage de confirmation. Et là aussi, je vous préviendrai dans le serveur Discord en cas de positionnement. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire ce matin du côté du serveur du marché crypto. On va s'attarder du coup un petit peu davantage cette fois-ci du côté du curve. Donc vous savez, le CRV qui est dans une situation très particulière, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien on a tout simplement le CEO du curve qui est obligé de vendre à découvert ses positions. On a donc une situation très particulière et surtout extrêmement dangereuse. Vous le savez, il y a beaucoup de choses négatives qui se passent autour de cet écosystème. Il y a eu un certain nombre de hacks dans les dernières semaines aussi. Donc, il y a une tension, il y a une peur, il y a du doute autour du curve. Et moi, je trouve que ça sent vraiment pas très bon. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un token qui perde encore énormément de valeur dans les jours à venir. Si vous voulez plus de détails sur la situation, encore une fois, venez dans le serveur Discord, je vous ai fait une explication complète. Mais en tout cas, c'est un token que je prévois de continuer à short dans les jours à venir. Là, je vous ai identifié par exemple sur du H1 une zone qui pouvait être potentiellement intéressante comme nouveau prix d'entrée, selon moi, en H1, donc sur du court terme. Mais voilà. Je pense que c'est un écosystème qui est sur la fin. Je suis relativement pessimiste quant à l'avenir du curve. Alors Théo vous en parlera aussi, il vous en a déjà parlé, il vous en parlera aussi. Mais je pense que ça sent quand même pas très bon. Et forcément, on a un token qui du coup va se retrouver en difficulté. A noter que, du coup, si la situation empire sur le curve, on aura probablement des dommages collatéraux. Je pense notamment à AV, d'accord, qui est un token directement concerné dans l'écosystème curve et qui du coup pourrait aussi en pâtir de cette situation et aussi voir son token être dévalorisé. Donc ça c'est quelque chose qu'on vous a déjà expliqué avec Théo. C'est très important de connaître les différentes corrélations entre les marchés, donc cross asset, que je vous explique par exemple la corrélation S&P 500 Gold Bitcoin, mais c'est aussi très important de connaître les différentes corrélations entre les projets crypto. C'était le cas par exemple avec FTX. Quand FTX a chuté, c'était très important de comprendre que le Solana allait forcément être impacté par la situation parce que FTX détenait énormément de Solana. Donc c'est très important aussi de vous tenir au courant de ces différentes corrélations et des liens qui existent en fait entre les différents projets, entre les différents tokens, parce que quand il se passe quelque chose quelque part, très souvent, il y a des répercussions et un effet domino qui se crée un petit peu partout sur l'ensemble du marché. Donc ça c'est très important à comprendre. On va pouvoir désormais passer du côté des marchés financiers traditionnels avec pas mal de choses importantes à dire à nouveau ce matin et un comportement assez étonnant de l'indice devise-dollar qui est complètement bullish et qui repart à la hausse, contrairement à ce qu'on avait identifié jusqu'à maintenant où on avait plutôt envisagé du retournement sur l'indice devise-dollar avec une continuation baissière entre 102 et 103 points. Pour ensuite aller chercher une prolongation. Visiblement, ce n'est pas le cas. On a eu déjà une session de Londres hier matin qui a été ultra bullish pour le DXY. Même chose ce matin, comme vous le voyez. Alors, ça remet un petit peu en cause certains scénarios court terme qu'on avait identifiés sur les autres marchés, donc sur les cross assets. Mais du coup, ça nous permet de maintenir nos scénarios moyen terme et de continuer de les valider. Donc ça reste un mal pour un bien, mais il va falloir surveiller cette situation, d'autant qu'on va avoir un certain nombre de catalyseurs macro cette semaine qui vont être très importants. Alors je reviendrai sur les résultats européens qu'on a eu ce matin. Cet après-midi, il va falloir surveiller deux hard data du côté du secteur immobilier américain, les permis de construire à 14 h, ainsi que à 16 h, les ventes de logements neufs. Donc deux résultats très importants, sachant que hier, on a eu les résultats des ventes de logements existants aux États-Unis. Ça ne sera pas les seuls résultats de la journée, puisque on aura aussi à 15 h 45 les résultats des PMI de services aux États-Unis, ainsi qu'à 16 h 30 les stocks de pétrole brut. Résultat évidemment qui nous concernera directement au vu de notre prise de position actuelle sur le pétrole
américain. D'accord? Donc ces différents catalyseurs, ces différentes hard data aux États-Unis vont pouvoir potentiellement créer de nouveau de la volatilité et avoir un impact sur le cours de l'indice devise dollar. A noter qu'on a toujours une volatilité qui repart un petit peu à la hausse quand même ces derniers jours, comme vous le voyez ici sur le VIX, même si ça décroche un petit peu depuis le début de la semaine. Ok? Donc cette situation sur l'indice devise dollar, elle va pouvoir changer aussi énormément dans la semaine, comme je vous l'ai dit au vu de ces différents catalyseurs, mais au vu aussi de la réunion Jackson Hole qu'on aura fin de semaine. Je vous en ai déjà parlé aussi dans des précédentes vidéos et dans le serveur Discord, donc allez voir ce que ça signifie et pourquoi historiquement cet événement en particulier durant lequel les banquiers centraux vont se réunir vont pouvoir créer de la volatilité sur les marchés. C'est très important de garder cela à l'esprit. Bien évidemment, je vous rappelle de garder aussi à l'esprit la situation très particulière de l'économie américaine, avec notamment le marché obligataire qui est en zone rouge. On a des taux sur 10 ans qui sont passés au-dessus des 2% sur ce début de semaine, niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 2009, d'accord, donc depuis la crise des subprimes. Donc voilà, marché obligataire sous tension. Les courbes des taux qui restent extrêmement bullish, je vous l'ai déjà dit, donc sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, on a des courbes des taux, enfin 30 ans ça va mieux, ça va un peu mieux, mais 2 ans, 5 ans, 10 ans, des courbes des taux qui restent extrêmement bullish, d'accord? Donc évidemment c'est pas forcément très bon signe, sans oublier la situation en Asie, en Russie, etc., le sommet des BRICS, bref, je ne vais pas me répéter, je vous en parle déjà un petit peu tous les jours. Bref, revenons à nos moutons. On a donc cette situation actuelle sur le dollar, donc quoi qu'il arrive, si on a un retracement, ben ça nous permettra de nous positionner un petit peu plus haut, par exemple sur Euro USD ou sur GBP USD. Et au cas où on a une continuation directement haussière du dollar, pas de souci, ça nous permettra d'aller chercher les prochains TP sur nos positions, par exemple ici sur l'Euro USD. Et puis même chose ici sur l'USD JPY, d'accord? Donc pas d'alarme, dans tous les cas, tout a été calculé, tout a été anticipé et donc tout va très bien se passer. D'accord? On aura donc potentiellement aussi la possibilité de se repositionner sur le gold. D'accord? On avait essayé de le faire hier, mais malheureusement le prix d'entrée n'a pas été déclenché pour aller chercher de la continuation baissière par la suite. Bref, tout ça, encore une fois, tous ces scénarios-là, je vous les ai partagés dans le serveur Discord, je vous les ai détaillés de manière approfondie, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Même chose pour le pétrole américain sur lequel on est toujours en short, mais qui est aussi toujours bien protégé par son support, par sa zone des 79 points. On va s'attarder désormais du côté des indices boursiers américains et européens. Je vous ai expliqué hier qu'on allait potentiellement avoir une petite semaine haussière dans nos biais baissiers sur les indices américains. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, potentiellement, on s'attendait à un repli du dollar. Mais surtout pour autre chose. Le fait que Nvidia rejoigne le club des GAFAM en termes de capitalisation. Sa capitalisation, en effet, a atteint les 1000 milliards de dollars. Demain, en plus de ça, nous aurons les résultats du trimestre d'Nvidia, résultats qui seront probablement extrêmement intéressants et extrêmement positifs. On a d'ailleurs vu hier l'action de Nvidia qui est repartie. Nvidia, voilà. L'action donc qui est repartie de nouveau à la hausse pour faire un nouvel ATH. Et c'est quelque chose qui pourrait se réitérer dans les jours à venir. Là, vous voyez qu'en pré-ouverture, on a 463 contre 456 en clôture hier soir à Wall Street. Donc, cette action Nvidia, vous allez me dire, on s'en fout, c'est quoi le rapport avec le reste ? Vous le savez, le secteur tech booste et ultra booste les marchés financiers américains depuis plusieurs semaines. Ça avait été le cas notamment au printemps et au début de l'été. Et si ça se réitère, on pourrait du coup observer des mouvements haussiers sur les indices boursiers américains à court terme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier soir, on s'est positionné, notamment sur le Dow Jones, comme vous le voyez ici, en 15 minutes, avec une position qui a déjà été sécurisée avec une prise de profit partielle et un SL ABE. Et c'est quelque chose qui pourrait être observable du coup sur S&P 500 et sur Nasdaq aussi. Tout en gardant, bien évidemment, nos scénarios baissiers à moyen terme, d'accord, donc sur du 4 heures, comme vous le voyez ici sur S&P 500, sur le Dow Jones ou encore sur le Nasdaq. D'ailleurs, on profitera potentiellement de cette petite réaction haussière des indices boursiers américains cette semaine pour envisager un nouveau positionnement, un nouveau prix d'entrée un petit peu plus haut sur le Nasdaq et lisser du coup notre prix d'entrée vers le haut pour aller chercher davantage de rentabilité. Ok ? Bien évidemment, encore une fois, tout en gardant à l'esprit les différentes datas qu'on aura cette semaine. On va pouvoir désormais regarder ce qui se passe du côté des indices
européen. Et là, je vais me pencher particulièrement sur la situation. Donc là, on a le CAC, mais on va se pencher particulièrement aujourd'hui sur la situation sur le DAX. D'accord? Donc le DAX, je vous le rappelle, c'est l'indice allemand. Alors pourquoi on va se concentrer là-dessus? Eh bien tout simplement puisque ce matin, je vais retrouver mon graphe, voilà, on a eu les résultats des PMI de services et manufacturiers sur l'ensemble de l'Europe, d'accord, mais notamment en France du coup et en Allemagne, donc des résultats qui ont été clairement décevants, hein, les services qui sont totalement en train de craquer en Europe, et c'est le cas justement notamment en Allemagne, comme vous le voyez ici, on passe nettement sous les 50, et même pour l'indice manufacturier, on passe sous les 40 points. Donc c'est quand même pas du tout négligeable. Forcément, c'est représentatif de la situation récessionnaire qu'on observe depuis plusieurs mois désormais en Allemagne. Et le problème, c'est que c'est en train de contaminer un petit peu eh bien, l'ensemble de l'Europe. Si on regarde eh bien, les services, les résultats en France, c'est sensiblement la même chose. Et si on regarde sur l'ensemble de l'Union européenne, c'est pareil. Alors on a eu comme en France, un petit regain sur le secteur manufacturier, d'accord, à 43,7 contre 42,7 précédemment, mais sur le secteur tertiaire, donc sur le secteur service, qui c'est celui qui va peser le plus, on est à 48,3 contre 50,9 précédemment, donc c'est quand même notable et important. Donc ça aussi, c'est une situation qui me conforte dans mon biais baissier sur les indices européens, donc sur CAC et DAX principalement, et sur le fait qu'on devrait aller chercher une prolongation baissière. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle justement on s'est positionné de cette manière sur ces indices européens. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin les amis, je pense avoir fait le tour des éléments importants. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous, on va se retrouver cet après-midi à partir de 15h15 en live, donc pour suivre les différentes hard data du côté des États-Unis, les différents catalyseurs macroéconomiques, ainsi que l'ouverture des marchés du coup à 15h30. Et ce soir, pour les membres VIP, vous aurez un petit cours du soir sur le trading. Voilà le programme de la journée. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, mais surtout, encore une fois, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Salut à tous, bonne journée les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.